Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement affiché, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, on va parler du Tour de Suisse qui débute demain. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Greg. Salut Greg. Salut. Et peut-être Sébastien qui est dans le chat, donc il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. On va tout faire en direct. Je ne sais pas si Greg, tu peux lui filer rapidement le lien si tu as ton Messenger d'ouvert pour qu'il puisse 2 secondes. nous rejoindre. J'arrive. Donc, en attendant, je vais vous présenter un peu le schéma de l'émission. On va tout d'abord parler du parcours de ce Tour de Suisse qui débute demain, comme je l'ai dit. Et ensuite, comme vous en avez l'habitude, on fera un petit tour d'horizon de la start list avec les principales forces en présence, mais aussi les chances françaises. Donc on a un programme bien complet qui va nous amener jusqu'au départ de la 7e étape du Critérium du Dauphiné. Je crois que le départ est vers 13h05, il me semble, le départ réel. Donc on va avoir une bonne petite demi-heure pour évoquer le Tour de Suisse avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour le Dauphiné. Alors, est-ce qu'on est bon, Greg? Ben, je vais donner. Ouais. Donc on est bon. Ah, il est là. Donc Seb, si tu es là, c'est parfait. Ouais, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais, alors tu tombes pile au bon moment, Seb, parce qu'on allait justement parler du parcours. On va le détailler un petit peu étape par étape avec toi et avec Greg. Est-ce que tu peux tout d'abord nous donner ton impression générale rapidement donc sur ce tracé du Tour de Suisse? Le premier terme qui me viendrait à l'esprit, des fois, je l'emploie souvent, mais c'est un peu, je suis un peu mitigé quand même. J'ai une inconnue par rapport à la première étape qui paraît compliquée, mais j'ai des doutes là-dessus. Après, il y a des étapes un peu plus simples et il y a une étape de punch, si j'ai bien compris, sur la 5e étape, et puis ça va surtout se jouer comme au Dauphiné vers la fin, si ce n'est que le contre-la-montre sera le dernier jour. Alors qu'au Dauphiné, il était plutôt vers le début de l'édition. Alors Jean, on va parler des favoris tout à l'heure. On va d'abord détailler le parcours et puis oui, bien sûr, après, avec plaisir, on va donner nos favoris avec les gars. Greg, rapidement, ton aperçu sur ce parcours, enfin ton point de vue rapide sur ce parcours du Tour de Suisse. Oui, après, mitigé. Alors déjà, j'aime pas peut-être. Est-ce que les profils ne sont pas un petit peu trompeurs ça sera à suivre, ça aussi. Parce que peut-être ça paraît un peu plus dur que cela ne l'est en réalité. Parce que les organisateurs, ils promettaient que ce soit l'un des plus montagneux de ces dernières années. Ouais, c'est quand même, je trouve, alors peut-être un petit peu plus, mais c'est pas non plus une orgie de montagne. Hein. Il y a pas mal d'étapes, on va dire, qui devraient se finir entre punchers. Et sinon, après, comme l'a dit, le chrono final et les 2 étapes plus montagneuses en fin de Tour de Suisse. Ouais, alors on va débuter par cette première étape justement, tracée autour de Kussnacht. Désolé si je le prononce pas très bien. On a, si je compte pas, 2, 4, 6, 8 difficultés. Elles sont pas toutes répertoriées, mais Seb, c'est déjà un bon petit menu pour débuter ce Tour de Suisse. Sur le papier, ça paraît, mais comme le disait Greg, des fois, et surtout par rapport au Tour de Suisse ou au Tour de Romandie, on est souvent trompé par les parcours, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est dur, et puis ça l'est moins par la suite quand on est dans le vif du sujet. Donc là, sur le papier, c'est vrai que ça paraît musclé, surtout pour une première étape. Après, c'est un circuit, donc c'est des côtes qui vont être répétées. Donc, je crois qu'il y a 2 ou 3 tours de circuit. Donc, il va y avoir une répétition. Ça va. Ouais, 4 même. Bon, je pense que c'était un peu moins. Mais ça va déjà décanter quand même. Hein. C'est bien quand même que ça commence par une étape comme celle-ci plutôt que dans les étapes suivantes où c'est un peu plus, selon moi, simple parce que les difficultés sont assez loin de l'arrivée. Et là, quand même, il y a de quoi faire. Il y a de quoi décanter, même si je pense que
ça arrivera en petit comité, mais que je pense pas que ce sera un coureur qui arrivera tout seul, sauf si c'était une échappée. Voilà. Tiens, Jean nous parle de la diffusion télé. Moi, j'ai pas la réponse, Jean, donc si vous l'avez sur le chat, n'hésitez pas à nous la donner. Sur l'équipe, je crois, non? Alors, est-ce que c'est en direct ou est-ce que c'est en différé? Et je crois que c'était sur l'équipe, il devait leur transmettre. Ouais, il me semble qu'à un moment, c'était sur la chaîne L'équipe. Alors, comme Alors, ça a changé pour le Giro, je sais pas si ça a changé pour le Tour de Suisse, mais si c'est vous sur avez Moi, je crois que l'équipe. pour le Suisse, c'est bon. C'est sur l'équipe Ouais. et Eurosport, D'accord, GCN. donc voilà, et ça sera peut-être sur l'équipe live demain, c'est possible parce que ouais, ce sera en différé demain sur l'équipe. Mais des fois sur le site web de l'équipe, il y a du direct. Et également, l'équipe, c'est à partir de lundi, nous dit Kaizo. Donc voilà pour les infodiffusions, et sinon, bien entendu, sur Eurosport Player. Donc on va passer à la deuxième étape. Celle-ci, Greg, elle est aussi un peu difficile parce qu'il y a plusieurs bosses dans le final. J'ai l'impression que ça monte et ça descend un petit peu tout le temps dans la deuxième partie. Et la dernière Oui, bosse, enfin, c'est environ 6 bornes à un peu plus de 6% de moyenne. voilà, c'est certainement là où va se jouer la victoire d'étape. Hein. C'est dans cette dernière côte, le Chal Pass, où tout C'est à devrait 15 se jouer. km de l'arrivée. 14 km et demi, 15 km de l'arrivée, le sommet. Voilà, limite, ça peut être un beau scénario, pardon, parce qu'il y en a forcément qui vont tenter d'attaquer à ce moment-là. Et après, la descente, après, ça peut aller quand même assez vite. Hein. Donc, oui, il y a 14 km, mais quand 14 km en descente, ça va quand même très vite. Et donc, ça pourrait être, voilà, enfin, on en reparlera par rapport à la sortie, mais c'est vrai il y aura quand même pas mal de candidats parce qu'il y a beaucoup de punchers. Finalement, vu le parcours, c'est vrai que les sprinters sont assez peu nombreux, donc il y a beaucoup de punchers, donc il y aura peut-être beaucoup de coureurs intéressés. Donc voilà, ça va être à suivre sur cette étape. Le fit, ça devrait quand même se jouer dans la montée finale. Alors la troisième étape, Seb, c'est peut-être la plus accessible sur le papier pour les sprinters. Ça va dépendre de la manière dont on aborde la côte au Bouvier, qui a l'air quand même assez difficile, mais qui est placée dans la première partie de l'étape. Mais si jamais elle est un peu escamotée, j'ai envie de dire, peut-être que ça sera la seule opportunité pour les sprinters, même s'ils ne seront pas nombreux, et on en parlera tout à l'heure sur la ligne de départ. En fait, il y a une partie intermédiaire, comme tu le dis là, où c'est quand même compliqué. Mais et d'ailleurs, j'ai cru voir quand même que, alors faut se méfier aussi parce que maintenant, on avance toujours pour chaque étape le dénivelé et il y a plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est un indicateur, mais qui est pas suffisant. Par contre, ce qui fait que ça pourrait se terminer par un sprint, c'est que l'arrivée, les 60 derniers kilomètres sont beaucoup plus simples. Donc même s'il y a eu un peu de grabuge avant, il y a peut-être moyen de revenir et peut-être qu'il n'y aura pas tous les sprinters, mais qu'il y en ait quelques-uns et que ça se termine en effet par un sprint parce que on arrive sur du plat. À voir comment va se passer la partie intermédiaire, si une échappée a pu prendre beaucoup de temps ou pas, ou si ça a été sous contrôle, comme on a pu le voir au Giro, comme on a pu au Giro, ça n'a souvent pas été contrôlé au bout. C'est pareil pour le Dauphiné, donc à voir si ça sera pareil ou s'il y aura un peu plus de contrôle sur cette étape-là pour les quelques sprinters, parce qu'il reste quand même 60 km après pour essayer de revenir. Ton avis, Greg, rapidement sur cette troisième étape avant d'enchaîner avec la quatrième, où là, les sprinters, ce sera hors de question parce qu'il y a cette bosse là, à environ 12-13 km de l'arrivée, 3 bornes à 8,5%. Là, Faudra des candidats pour rouler. On a vu sur le Dauphiné que les back exchange ont beaucoup roulé pour Groenewegen, mais que dès qu'il y avait des côtes, il était lâché, donc ça servait à rien. Donc est-ce qu'on verra un scénario où on verra des sprinters déjà qui passent un peu plus les bosses, c'est possible aussi. À noter de faire attention, parce que il y a aussi une belle présentation sur le forum, et c'est Jimmy qui nous apprend qu'il y a 2 virages à angle droit dans les 600 derniers mètres. Donc attention s'il y a sprint massif, d'être prudent, parce que ça peut aussi évidemment jouer. Oui, je crois qu'on t'a perdu en passant, Greg. Allô. Ouais, on t'avait perdu l'espace de quelques secondes, mais on a entendu l'essentiel. Tiens, je fais une petite parenthèse rapide, parce que c'est vrai que Vélo Club n'est pas seulement un site français, c'est avant tout un site francophone. Et Kaizo a raison de nous rappeler aussi que la RTS est en direct à partir de 15h40. Bon, pour tous nos amis qui habitent en Suisse, et c'était Jimmy qui a fait la très bonne présentation sur le forum, qui en fait partie, donc c'est sur la RTS, et j'imagine qu'il y aura aussi des infos pour la RTBF ou pour les différentes chaînes en Belgique, bien entendu. On n'oublie pas nos amis belges
et suisse également. D'ailleurs, Greg nous met le lien de la présentation de Jimmy sur le forum où vous aurez un complément d'information sur pas mal de trucs. Seb, on va passer à la 5e étape. Alors là, j'ai l'impression qu'on est aussi sur un circuit, puisque je vois la même ascension qui a l'air d'être répétée à plusieurs reprises. Une courte bosse qui devrait être Oublie usante. la 4e au passage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai oublié la 4e. Ah oui, vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure, c'est de ma faute, oui. J'ai parlé de cette fameuse bosse de 3 bornes à 8,5. Bon, on va faire les deux d'un coup, c'est ça. comme ça, c'est... Elle est à 8,8%, c'est une catégorie 2. Et en effet, on n'est pas loin de l'arrivée. Donc, il y a moyen pour des punchers peut-être d'y aller et puis de s'isoler et essayer de tenir. Ça sera intéressant à voir. Mais c'est quand même 3 km à 8,8 de moyenne. Donc, je ne l'ai pas regardé en détail après avec s'il y a certains passages encore plus difficiles. Je pense que oui, à certains moments. Mais c'est quand même pas loin de l'arrivée. Donc, ça sera intéressant de voir cette lutte-là. Ouais, tout à fait. Et donc, on va enchaîner avec la 5e cette fois-ci. Désolé d'avoir zappé un petit peu la 4e. Mais 5e, Greg, ouais, assez compliqué avec ce petit circuit et cette bosse assez difficile. Voilà, il y a un départ en descente au passage, donc ça va partir assez vite. Et puis après, voilà, il y aura un circuit avec une courte ascension, mais du pourcentage, 2 km à 8%. Donc ça va être usant, pour les coureurs, mais aussi ça peut permettre aussi des scénarios assez sympas, des attaques, même si je pense que ça attendra les toutes dernières ascensions pour vraiment bagarrer entre favoris. Mais voilà, je pense que globalement, c'est un peu à l'image de scénario qu'on verra. Ça va être dans la dernière bosse. Ça peut finir voir un beau scénario de course pour on va dire la dernière demi-heure de course. Mais Seb, j'ai vraiment l'impression, et j'ai vu ce commentaire-là, je crois que c'est Petit Filet qui nous l'a donné, qu'on est dans une course d'usure depuis le départ, enfin qu'on sera, pardon, parce que c'est pas encore passé, dans une course d'usure où ça sera compliqué tous les jours, et la fraîcheur va compter forcément, quoi. Oui, comme on le voit pour les grands tours, mais on le voit aussi davantage peut-être maintenant. On voit aussi que c'est crescendo, oui, c'est-à-dire que on va monter en gamme, même si là, il y a l'étape 1 qui est quand même musclée, et puis après, c'est un peu plus simple. Maintenant, quand on voit les tracés, c'est vrai qu'on a tendance à voir des courses où ça monte en puissance au fur et à mesure et où on essaye d'entretenir le suspense et où tout va se jouer le dernier week-end avec l'inconnu du placement quand il y a un contre-la-montre. Est-ce que c'est le dernier jour ou est-ce que c'est au début ou au milieu de courses comme ça se fait à Paris-Nice ou au Dauphiné? Alors après, le Tour de Suisse, ça a changé quand même, on l'a pas dit, mais avant, il y avait un prologue. Il y avait 2 contre-la-montre, c'était toujours le premier jour et le dernier jour. Cette année, il n'y a pas de contre-la-montre le premier jour, c'est quand même la nouveauté. Et puis, on dit que c'est plus montagneux, mais il y a quand même moins de cols. Et puis pour revenir à cette étape-là, quand même, j'ai cru lire que c'est quand même assez dangereux. Il y a vraiment des descentes qui sont très rapides, là. Donc après, à voir la météo, s'il fera beau ou pas, mais attention, il semblerait que vraiment ça va donner des vitesses un peu vertigineuses dans les descentes, quoi. Alors on va parler maintenant des 2 dernières étapes en ligne. Elles sont pas forcément similaires, mais elles se ressemblent un petit peu, parce que ce sera 2 arrivées en altitude, Greg. Là aussi, un peu comme sur le Dauphiné, comme l'évoquait Seb, on aura cette espèce de feu d'artifice, entre guillemets, lors des 2 dernières journées. Enfin, pas les 2 dernières journées, parce qu'il y aura le chrono, mais les 2 dernières étapes en ligne, en tout cas. Oui, donc la 6e, pardon, c'est le vendredi qui arrive à Mousse-Alpes, si je prononce bien. Alors, il y aura d'abord une première difficulté qui est quand même pas négligeable parce qu'on passera à très haut en altitude, on sera à plus de 2400 mètres. Et on sait qu'au-delà des 2000 mètres, ça a quand même une influence sur les performances. Il faudra peut-être aussi faire attention à la météo. S'il est possible, alors qu'on est possible qu'il y ait des fortes chaleurs, donc peut-être des orages. Donc à suivre, et la dernière montée est quand même très difficile puisqu'on annonce 18 km à 8%. Et pour entrer dans le détail, vous avez surtout finalement la difficulté, c'est surtout dans les 15 premiers kilomètres. Les 3 derniers sont plus faciles, autour de 5-6%. Donc ça veut dire que toute la grande première partie, vous avez plus de 10 km, plutôt autour des 9 que des 8. Et donc c'est quand même un col très difficile. Ton avis, Seb, sur cet enchaînement d'étapes de montagne? Ouais, je confirme ce que dit Greg, hein.
Et c'est vrai que le pied est compliqué et puis c'est quand même assez long, même si c'est plus facile plus on va aller vers l'arrivée. Après, le Nuffenen Pass qui est avant, ça me parle. C'est pas la première fois ils sont passés. Je crois qu'ils passent quand même assez couramment. Et c'est vrai que c'est, comme le disait aussi Greg, ça a plus de 2400 mètres, donc 2417, je crois, quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas à 17 mètres près, mais c'est quand même très haut, hein. Donc, et puis en effet, le facteur inconnu, la météo. Des fois, même au mois de juin ou au mois de mai, quand c'est le Tour de Romandie, sur ces courses-là, on a souvent du sale temps. Ça s'est déjà vu sur le Tour de Suisse aussi au mois de juin. Donc, c'est sûr que ça peut être un facteur qui peut. On sait qu'il y a des coureurs, comme toujours, qui performent mieux et qui sont aussi plus en habilité dans les descentes quand ils flottent que d'autres. Donc, voilà. Mais oui, c'est une belle étape et surtout sur ce dernier col où ça peut se décanter de bonne heure vu les forces pourcentages qui sont au départ et moins vers l'arrivée. Donc, mais bon, peut-être qu'ils vont se concentrer encore une fois sur une course de côte, mais il y aura quand même de quoi faire. Ouais, alors j'en profite pour faire une petite aparté. Je remercie Doufrex et Sengot91 pour le follow. Merci à vous les gars et bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Donc Greg, j'enchaîne avec le chrono final qui aura lieu au Liechtenstein. Parce que je vois La 7e, tu l'oublies. Non, mais je vous ai demandé de faire les deux en même temps. C'est vous qui m'écoutez pas, les gars. Il s'aimerait bien pas l'avoir, cette étape-là. C'est vous qui m'écoutez pas, j'ai dit qu'on faisait les deux en même temps. Ah ben là, papa. Donc la 7e ressemble quand même beaucoup, hein, avec un col assez long au milieu, puis un final plus difficile. À noter que là, contrairement à la 7e, enfin à la précédente, pardon, les pourcentages les plus durs sont à la fin. Hein, c'est-à-dire que pour l'étape de samedi, ça sera vraiment dans les derniers kilomètres, il y aura des pourcentages moyens entre 11, 10, 12, et ça peut être, voilà. Dire là, 12,5 km à 8,8% à peu près. Donc, en effet, c'est costaud. Avec un replat au milieu, c'est-à-dire que donc, en plus. Donc, ça veut dire que les pourcentages là aussi sont assez élevés. Donc, ça va être à suivre, c'est une belle bagarre certainement, mais voilà, comme la précédente, ça va certainement attendre le dernier col pour s'attaquer. Ouais, donc, si je comprends bien et que je résume un peu ce que vous me dites sur ces deux dernières étapes de montagne, on aura deux grosses ascensions au final qui risquent d'être un petit peu bloquantes. Oui, mais après, c'est peut-être là qu'on verra des bagarres. Enfin, ça va être... c'est malheureusement, oui, un scénario qu'on a souvent, mais après, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup d'autres choses sur une étape de montagne? Maintenant, c'est le scénario classique. Non, puis après, les montées, si je vous ai bien écouté, sont assez longues. Donc, du coup, si on sort à 10-15 bornes de l'arrivée, il y a quand même moyen de faire de gros écarts, même si ça reste la dernière montée. Oui, tout à fait. Et il faudra peut-être, après on en parlera, il y a des gros rouleurs, si on les distance pas là, dans ces montées-là, dans ces pourcentages-là, ils vont se frotter les mains pour le on chrono. peut penser à Juan Denis notamment, et on abordera la start list juste après, donc on va parler de ce chrono. Après, juste un truc là-dessus, qui va être, aussi, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tous les deux, ça va être l'enchaînement là, donc ça sera la deuxième étape, donc il y aura déjà eu celle d'avant, et puis en plus ça vient fin de tour, donc les organismes suivant la météo dans la semaine, etc., et si ça aura été rapide, forcément quand c'est concentré, on l'a vu au Giro, même si on n'a pas eu beaucoup de spectacles, il y a moyen de faire des écarts davantage en fin de course et après quelques jours compliqués avec cet enchaînement, quoi. Ouais, et puis il y a un des problèmes aussi malheureusement en termes de spectacle, c'est qu'on va approcher à grands pas du Tour de France, parce que le week-end prochain on sera déjà à 15 jours du grand départ du Tour de France, donc est-ce qu'on aura envie de faire des gros efforts sur une course de 8 étapes? J'en suis pas persuadé malheureusement, mais on verra. En tout cas, on aura un chrono final qui sera un bon test chronométré justement à 15 jours du départ du Tour à peine, entre Vaduz et Vaduz, donc au Liechtenstein. Un chrono tout plat, les gars, donc vraiment fait pour les purs rouleurs, quoi. Bah oui, tout à fait, t'as tout dit, hein. Alors, c'est 26 km, je crois. Ouais, 25,6 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ça sera... Voilà, c'est là où va certainement se jouer le général, mais ça faudra voir le classement de la veille au sommet des difficultés pour voir quels sont les rouleurs encore bien placés. Et ça va être intéressant à suivre. Est-ce qu'on va le dire, est-ce que Remco sera toujours bien placé? Ces gros rouleurs seront toujours là? C'est ça qui va être un petit peu le suspense finalement, hein, parce que évidemment sur un parcours tout plat,
il y a de quoi, voilà, il y a de quoi faire de grosses différences. Et si jamais les gros rouleurs sont pas distancés dans les étapes précédentes, eh ben, ils pourront largement, ils auront largement les moyens de s'imposer pour ce Tour de Suisse. Ouais, carrément. Alors maintenant, on va passer à la start list. Donc, comme vous en avez l'habitude, on va pas lister tout le monde parce que sinon c'est archi chiant. Et puis ça fait vraiment liste. Genre, on reprend nom par nom. Mais s'il y a des coureurs qu'on oublie ou que j'oublie, surtout les gars, vous n'hésitez pas à me le dire. Puis vous, sur le live aussi, hein, si vous voulez parler d'un coureur, dites-le nous dans les commentaires. Et bien sûr, on l'évoquera avec plaisir. Donc, on va commencer par AG2R parce que c'est une équipe française. Et je sais, Seb, que tu apprécies en plus l'un de leurs pensionnaire, c'est Clément Champoussin, donc je te laisse. J'ai plus rien à dire. Tu connais déjà. Voilà. C'est Madame Irma comme le célèbre jeu. Ouais, je gagne pas souvent à ce jeu-là, malheureusement d'ailleurs. Mais qui est très intéressant. Vous en aviez parlé d'ailleurs dans une émission. Je fais le clin d'œil. Mais oui, bon, voilà, tu as tout dit. Clément Champoussin. Alors en plus là, il a fait une bonne performance. Il a eu plein de pépins cette année. Et la dernière en date, c'était au niveau du Tour des Alpes parce qu'il devait faire le Giro. Il a eu donc une indisponibilité de quelques semaines. Il a repris au Mercantour, mais il n'avait pas fini. Et il a dit qu'il était. C'était une reprise compliquée en plus cette course-là. Il avait que 2 semaines d'entraînement. Donc il a fait hier le Grand Prix d'Argovie où il a quand même attaqué. Il était parti pour gagner. Hein. Il a été plus de 20 km devant et puis il s'est fait rattraper. Mais il finit quand même 6e. Donc bon, je ne sais pas si, à ma connaissance, il ne devait pas faire le Tour de France. Est-ce que c'est changé? J'en sais rien. Je n'ai pas l'information en interne chez AG2R, mais il n'était pas prévu dedans parce que forcément, il y a O'Connor, mais il pourrait être aussi un bon appui au Tour de France, même si encore une fois, en début d'année, ce n'était pas du tout le planning qui était prévu. Là, c'est un parcours qui peut être adapté, même si il a des difficultés dans le contre-la-montre. Mais je pense que on vise le général avec lui quand on voit la composition d'AG2R et puis les étapes avec Confroy qui se défend bien, mais ça sera peut-être un peu trop montagneux pour lui. Il y a Jungles, mais bon, là, depuis qu'il a eu son problème à l'artère iliaque où il s'était fait il y a exactement pratiquement 1 an, jour pour jour, il a fait un bon Mercantour. J'ai plus sa place, mais il était quand même devant. Mais il est quand même pas à son niveau de l'époque où il était chez Deceuninck. Donc, quand on garde l'équipe en question, en effet, général en principe pour Champoussin. Ouais, tout à fait. Alors tiens, je vais passer rapidement sur les autres équipes et j'en profite pour vous dire que Jean nous donne les cotes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les cotes des bookies. Comme ça donne un aperçu aussi des favoris pour eux. Donc j'avance rapidement. Alpecin, il n'y a pas grand-chose à dire. Astana non plus, si ce n'est que Lutsenko va reprendre la compétition. Et Greg, j'aimerais bien parler de la Bahreïn parce qu'il y a un des locaux, Gino Madère, qui monte gentiment en puissance depuis le début de l'année. Donc ça sera intéressant de le voir sur son tour national. Oui, tout à fait. Et deuxième du Tour de Romandie avec des belles performances, soit au contre-la-montre. Il va contre-la-montre, je crois qu'il fait podium sur le contre-la-montre. Il grimpe, c'est plutôt un bon grimpeur. Alors, on l'a plutôt vu en baroudeur, mais il est capable de. Voilà, je pense que c'est son tour national, donc il est capable de bien grimper, des montées qu'il connaît certainement un petit peu. Et je pense qu'en plus, qu'il aura carte blanche chez la Bahreïn. C'est-à-dire qu'il aura une équipe à son service. Évidemment, il est trop juste pour gagner le Tour de France. Jean Madère, par contre, pour briller son Tour national, je pense que lui sera motivé à 200%. Là, tout à l'heure, Charles, tu parlais de ceux qui calculent pour se préserver pour le Tour de France, qui seront peut-être pas forcément à 100%, c'est-à-dire qu'ils prévoient leur pic de forme dans 3 semaines. Pour le coup, je pense que Gino Madère, tant pis, il peut tenter le coup. Oui, tout à fait. Voilà, il n'a pas sur le Tour de, il a pas ça en tête. Même s'il sera sur le Tour, je pense qu'il jouera plutôt les étapes. Donc voilà, je pense qu'il aura l'esprit libéré. Il sera dangereux justement parce que lui, il sera au top et qu'il n'aura pas à calculer pour la suite. Alors tiens, je vois Sengot nous pose une question. Nos favoris, enfin les favoris pour le Tour de Suisse, on les donnera à la fin. On a l'habitude de les donner en après, fin juste un truc sur Madère. Ouais. Madère, l'année dernière, il avait super bien fini le Tour de Suisse parce qu'il finissait 3e du contre-la-montre. Et puis, il avait gagné la dernière étape. Donc, puis pour le reste, je rejoins totalement ce qu'a dit Greg. Mais voilà, pour la petite histoire et les rappels, il avait fini en trombe l'année dernière son Tour national parce que forcément, il va être
archi motivé, comme il l'a été d'ailleurs au Tour de Romandie. Ouais, tout à fait. Alors, je vais te laisser la main, Seb, parce que puisqu'on parle de favoris, là, il y a une équipe à évoquer, c'est la Bora, qui a vraiment un énorme collectif, je trouve, puisqu'on va retrouver non seulement Higuita, mais aussi Charman et Vlasov. Oui, c'est pas mal, même si parfois on sont tellement forts cette année que sur certaines courses, comme au Giro, on les a vus peut-être aussi forts. Il y a le retour de Vlasov, oui, après sa coupure victorieuse, après sa victoire donc au Tour de Romandie. Schwarzman, il a vu des problèmes de santé, il avait coupé à Paris-Nice et puis on l'avait rarement vu après. Higuita, il avait fait un super début de saison avec victoire au Tour de Cagnes, et puis il a eu un pépin de santé sur le Pays Basque, et après on l'a revu quand même ressurgir au niveau de Liège-Bastogne-Liège. Et puis il y a quelques équipiers, je pense à Groschartner surtout, parce que pour le reste, les autres, Palzer, c'est pareil, il peut être en appui en montagne, et puis Haller et Van Daal, c'est plus des coureurs qui seront utiles sur le plat, et Haller pour bien claquer d'ailleurs même des étapes ou être bien placé sur certaines étapes au sprint, parce qu'il a encore une pointe de vitesse. Donc, mais c'est les trois cités, là, il y a de quoi faire. Je pense que, bon, quand même, celui qui devrait émerger, malgré, bien ce que vous avez dit tout à l'heure, là, la perspective de ne pas être trop en forme par rapport au Tour de France, on attend quand même plus Vlasov. Oui, tout à fait. Et on l'attend plus aussi que... On a perdu Seb au passage, mais c'est pas très grave, on a compris. Vlasov, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, bon. on a compris les... On entend plus Vlasov que les deux autres, voilà, c'est en résumé. Ouais, tout à fait. Donc je passe rapidement la Cofidis, juste, je voulais quand même le signaler, il y a Brian Coquard dans la compo, et ça peut être l'occasion quand même pour Brian Coquard. Il y a très peu de sprinteurs au départ, donc pourquoi pas saisir une des opportunités au sprint en petit comité ou via une échappée. C'est peut-être la grande opportunité pour Coquard d'enfin lever les bras en World Tour. Donc on verra, hein. De toute façon on espère pour lui que ça se passera, mais on ne sait pas trop. Je passe sur IF. Il y a Isaac Iré quand même. Isaac Iré aussi à Cofidis. Ouais, c'est vrai qu'il y a Isaac Iré qui a fait un très bon... Et lui il est bon en Suisse, enfin sur les courses en Suisse il a toujours été bon, hein. Sur le Tour de Suisse il a déjà dû faire des performances. Il a fini 2e en 2016 notamment, il a fini aussi 6e en 2017, et puis au Tour de Romandie, on fait le parallèle quand même souvent avec le Tour de Romandie, même si c'est pas tout à fait à la même époque, il était très très bon. Donc en Suisse en général, c'est un coureur qui répond présent et qui fait de bonnes performances. Ouais, qui sera à suivre, hein. En effet. Donc Greg, on va passer à la Groupama FDJ, parce que IF, il n'y a pas grand chose à dire comme d'habitude. Thibaut Pinot, qui est sur une course qu'il apprécie énormément et qui sera là pour encore engranger de la confiance avant le Tour de France. Évidemment, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de supporters, de suiveurs français qui vont regarder avec attention les performances de Thibaut Pinot. On l'a vu déjà, tu disais qu'il aime bien la Suisse, mais on l'a vu déjà briller sur le Tour de Romandie, donc on espère, je pense que beaucoup espèrent voir un Thibaut Pinot dans cette lignée-là, capable de jouer la victoire sur une étape. Alors, est-ce qu'il va vraiment jouer le général ? Je suis pas sûr, mais au moins jouer la gagne sur certaines étapes, ça, pour le coup, je pense qu'il sera au rendez-vous. Ouais, alors on va avancer parce que je vois que l'heure tourne et le Dauphiné va... Reichenbach aussi, qui sera motivé, qui fait des bonnes places, bon équipier, il se sacrifie souvent pour les autres, mais quand on regarde ses résultats tout au long de l'année, alors pour la gagne, non, mais si Pinot, il veut faire des étapes comme il avait fait un peu au Tour des Alpes, plutôt que d'être sur le général et puis un peu dans conserver pour le Tour de France, Reichenbach, il ne sera pas dans les 5 premiers, mais il peut faire un top 10, quelque chose par là aussi. Lui, il peut être une carte aussi. Et il est chez lui. Ouais, ça va quand même être compliqué parce que la concurrence est rude et il y a ce long chrono, donc je suis pas sûr que... Enfin, on verra bien de toute façon. Sa tasse de thé, ça c'est clair. Ouais, c'est la beauté du sport, c'est qu'on peut pas forcément te prévoir à l'avance. Human Power Health, pas grand chose à dire, donc je vais passer aussi. Seb, par contre, Ineos, là il y a beaucoup de choses à évoquer parce qu'il y a plus ou moins 3 leaders, même si moi j'en vois quand même peut-être que 2. Martinez et Yates avec un Thomas en embuscade, mais là il y a une grosse équipe et il va y avoir une petite querelle d'ego, j'imagine, aussi en vue du Tour de France, pour le leadership. Moi j'aurais cru que ça serait un peu plus partagé au niveau des start lists dans cette équipe et qu'ils auraient mis une partie sur le Dauphiné et une autre partie sur le Tour de Suisse. Là on a l'impression que tous les gros leaders sont faire injure à Goggenhardt qui est sur le Dauphiné. Moi j'aurais bien vu, en plus c'est son habitude à Thomas d'être plus sur le Dauphiné
que sur le Tour de Suisse. Donc là, il est sur le Tour de Suisse. Pourquoi? Parce que il y a pas mal. J'ai l'impression que cette année, là, c'est un peu plus équilibré entre les start lists. Avant, on avait plus de favoris sur le Dauphiné et moins sur le Tour de Suisse. Là, cette année, ça s'est équilibré parce que il y a une semaine de plus quand même. On termine une semaine plus tard au niveau du Tour de Suisse et ça compte aussi dans la préparation. C'est des petits détails, mais qui peuvent aussi expliquer pourquoi on a un peu plus de leaders quand même et une start list assez bien fournie, comme tu le disais. Donc Thomas, oui, c'est une surprise de le voir là, mais je suis comme toi, je te rejoins. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont vouloir s'employer déjà en vue du Tour de France comme Martinez et Yates? Mais faut tenir compte du début de saison. Hein. Et le début de saison, si on compte le début de saison même et on le prend en compte, ça serait même plutôt Martinez favori, leader de l'équipe, et Yates plutôt en appui. Et après, peut-être que le résultat sera l'inverse parce que Martinez, même si c'est bien, il est très régulier depuis le début d'année. Hein. Il fait des top 3, soit il gagne, soit il est classé sur le podium. Donc, dans toutes les courses un peu World Tour. Donc là, s'il est sur sa lancée, il devrait être pas loin du compte et de la victoire, à moins qu'il se réserve un peu plus pour le Tour de France, parce que je ne sais pas si vous avez vu ses déclarations, mais il dit qu'il se sent même de pouvoir, sur le Tour de France, batailler contre les deux Slovènes. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant quand on voit ça. Il a l'air sûr de lui. Et donc, à voir s'il va le faire à fond. Mais s'il le fait à fond, le Tour de Suisse, il sera pas loin du compte. Ouais, Clairement. Greg, on nous parle d'Ineos sur le chat, Jean nous parle de la question et de l'ascendant justement psychologique entre les uns et les autres. Est-ce que là, il y a quand même aussi, et comme ça a été un peu dit déjà, une carte, enfin, un ascendant, ouais, pardon pour la répétition, à prendre entre Yates et Martinez, dans le sens où s'il y en a un des deux qui remporte la course, clairement, il va se présenter au départ du Tour de France hein, avec plus d'ambition, ou plus de légitimité en tout cas que son équipier, quoi. Oui, ça va. Enfin, et surtout le scénario de course va beaucoup jouer. Hein. Si jamais il y en a un des deux qui donne pas forcément satisfaction, soit sur le chrono, soit sur les étapes difficiles, forcément chez Ineos, s'il y a un choix à faire, ça sera, voilà, ça gira celui qui a été le plus fort. Néanmoins, faudra aussi bien voir comment se déroule la première semaine du Tour, qui est quand même assez piégeuse, et que ça risque aussi de se jouer réellement à ce moment-là. Après, comme Sébastien, je pense que si on regarde les performances du début de saison, Daniel Felipe Martinez me paraît un petit peu au-dessus d'Adam Yates, parce que déjà, il sera en plus leader, je vais dire vrai leader, parce que l'année dernière, rappelez-vous, il était plutôt équipier de Bernal. Là, pour le coup, il va être vrai leader pour la première fois, et donc je pense qu'il a... Puis un chrono pour comme on dit sur le Martinez, chat, hein, mine de rien, voilà. par Et rapport il à est fort en Yates. chrono. Ah oui, il est meilleur. Il est supérieur Il est au chrono. ambitieux. Voilà. Il a l'ambition, je pense que lui, il a vraiment, à mon avis, faim de victoire et de faire une perf au général. Ouais, alors je passe sur Intermarché. Parce que certes, Juste un truc, ouais. je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après, on va pas refaire l'histoire non plus, mais c'est dommage que ce bloc-là, cette composition d'équipe n'était pas sur le Dauphiné pour être en confrontation directe avec Avec la Jumbo. ouais. J'ai l'impression que leurs meilleures équipes, la Jumbo, c'est le Dauphiné, et l'inverse, Ineos, c'est pas le Dauphiné, mais c'est le Tour de Suisse, et ils sont pas en confrontation directe. Alors, est-ce que Tout à c'était... fait. Je sais pas, mais voilà, ça intrigue quand même. Ouais, merci à Petit Jou pour le follow. Puis ouais, on peut regretter aussi que Pogacar soit pas du tout non plus dans cette confrontation, parce que lui, il a choisi de s'aligner sur son tour national, le Tour de Slovénie, qui aura lieu aussi la semaine prochaine. Donc ouais, comme je le disais, je passe Intermarché, que certes, il y a Pozzo, mais Pozzo, il sort du Giro, donc au mieux, ce sera un fond de top 10, je pense. Je voulais parler rapidement d'Israël, peut-être, parce qu'il y a un enjeu, et on en parle souvent sur la chaîne de Vélo Club et sur le site, c'est la course au point. Et là, pour Fuglsang, il y a quand même une grosse pression, les gars. Je ne sais pas qui veut prendre la main là-dessus, mais il va falloir aller faire un top 10, non seulement pour se rassurer, mais aussi pour aller marquer des gros points dans l'optique du World Tour l'année prochaine, quoi. Grosse pression, mais en même temps, vu l'effectif, parce que le seul à être capable de ramener des points et de gagner. Il sort d'une belle course, hein, Fuglsang. Alors même si il a déjà 37 ans, il a gagné au Mercantour. Donc, ouais, pourquoi pas marquer des gros points maintenant. Comme tu l'as dit, hein, il aura une équipe, voilà, ça sera son objectif, ça sera vraiment ça. Et que ça va, voilà, mais je sais pas si c'est vraiment il sera pas là pour la gagne. Hein. Moi, je vois pas du tout gagner ce Tour de Suisse. Maintenant, c'est sûr qu'il va chercher forcément à être placé au général. Est-ce qu'il va prendre des risques à attaquer
ou est-ce qu'il va plutôt jouer la sécurité Ça va être aussi intéressant à suivre leur stratégie, parce qu'il leur manque, tu as raison, des points. Ouais, puis d'ailleurs, Joyeux du Nil nous met un commentaire qui est très juste sur le chat. Israël, maintenant, il joue les points au World Tour, ils sont trop à la rue. Mais c'est vrai que, Seb, je pense que tu as vu passer l'info, on a retiré Michael Woods de la start list du Tour de Suisse parce qu'il y a plus de points à aller chercher au Mont Ventoux et à la route d'Occitanie. Il devait faire le Tour de Suisse et puis en effet, je l'ai vu ça. Et il va être. Enfin, on va pas parler de la start list, même si on a déjà connaissance de celle du Mont Ventoux qui sera à peu près en tout point similaire à celle de la route d'Occitanie parce qu'il y a 2 jours d'écart, je crois. Mais Woods, ça sera un client parce qu'il se défend très bien en montagne. Après, donc je pense qu'ils veulent en effet faire des points. Ils vont pouvoir en faire avec Woods sur ces 2 courses-là. Après, pour Fuglsang, je ne le vois pas pour la gagne non plus. Mais par contre, en général, il est bon au mois de juin. Et en Tour, il gagne. Et les années précédentes, l'année dernière, il est 3e du Tour de Suisse. Et il a gagné le Dauphiné. Alors bon, son niveau d'avant, là, de ces années-là, me semble quand même encore supérieur à son niveau de cette année, où là, on le revoit revenir un peu. Mais il a eu des problèmes de santé aussi. Mais il peut faire il sera dans le top 10, je pense. Et au mois de juin, que ce soit le Dauphiné ou le Tour de Suisse, il était là en tout cas. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, un dernier point d'information sur Israël, premier take, on a aussi décidé de retirer Van Mark du Tour de France parce qu'il y a plus de points à aller faire sur les courses d'un jour, justement, ou sur les courses du calendrier Europe Tour. Donc on est vraiment focus à 100% chez Israël pour le maintien en World Tour. Et malheureusement, on peut le regretter si on est plus fan du côté sportif. Mais l'enjeu est très important parce qu'on le rappelle, la licence World Tour, elle sera octroyée pour une période de 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 3 ans de visibilité derrière pour les différents managers et leurs sponsors. Donc c'est très très important pour les équipes. On va passer à la suite, à la Jumbo-Visma. Greg, on l'a dit, du coup, ils sont un peu en miroir avec Ineos, qui a une équipe assez faible sur le Dauphiné. Et là, c'est un peu l'inverse. Elle est assez faible sur le Tour de Suisse. On aura Denis et Kuss, mais quand ils jouent leurs cartes, c'est pas forcément souvent des assurances tout risque. Oui, tout à fait. Après, eux, ça sera aussi une belle occasion pour eux, parce que comme tu l'as dit, la grosse équipe, les leaders sont sur le Dauphiné. Donc d'un autre côté, c'est aussi intéressant de voir Sepp Kuss en leader, parce qu'on l'a vu tellement fort en équipier. C'est souvent ce type de coureur où on se demande, un équipier, il est parfois si impressionnant, il arrive à faire de telles différences. Ça serait intéressant de le voir leader, mais pour le coup, on pourra voir cette semaine-là, qu'est-ce qu'il peut faire en tant que leader. Parce que parfois, certains coureurs, en tant qu'équipier, c'est plus facile, il y a moins de pression, on n'est pas obligé d'être tous les jours devant, bien placé, etc. C'est pas toujours facile, hein, donc ça va être intéressant à suivre, des performances notamment de Sepp Kuss. Je pense que Juan Dennis va viser le chrono, mais j'imagine mal Juan Dennis jouer le général. Ouais, alors on va passer à Lotto Soudal. Lotto Soudal, c'est un peu comme Israël. De toute façon, ils mettent tout sur la course au point parce qu'eux, ils sont 19e et donc premier relégable. Là, je pense, Seb, qu'on va viser les étapes, d'autant plus que Kron et Moniquet notamment, mais il y aura aussi Gilbert. Mais en tout cas, les 2 premiers cités, ils ont montré hier lors du Grand Prix d'Argovie qu'ils étaient en forme en signant tous les 2 un top 10. Donc j'imagine qu'on ira à la chasse aux étapes. Oui. Puis surtout Kron, je pense que ça sera parmi les 3, sans faire injure à Gilbert et à Moniquet qui a fait le Giro, lui. Donc, il faut voir comment il en est sorti. On l'a vu beaucoup devant au Giro. Je ne vais pas revenir là-dessus, on a assez parlé. Mais Kron, oui, sera là. Juste un truc, là, j'étais surpris, moi. Après, ça démontre que Jumbo, ils auraient même pu mettre Kuss. D'habitude, il fait le Dauphiné. Et là, on n'a pas tous les éléments en interne, mais il n'y a que 7 coureurs au départ. Mais d'habitude, il fait toujours le Dauphiné. Il a même gagné des étapes. Donc là, il aura sa chance et qu'il en profite. Et puis pour l'auto, oui, je pense qu'il faut surtout attendre une bonne performance d'Andreas Kron. Ouais, alors il me reste à évoquer la Movistar. Mais la Movistar, on ira à la chasse aux étapes avec Aramburu et Garcia Cortina. Il n'y a pas de leader pour le général. Ouais, voilà, donc ça sera assez anecdotique. La Quick Step, par contre, là, il y a un vrai leader. Il avait été décevant sur les courses à étapes du début de saison par rapport aux meilleurs dans les grandes ascensions et les gros pourcentages. Mais là, il nous a pas mal rassuré quand même lors du Tour de Norvège et notamment à l'occasion de l'étape Rennes. Greg, Remco Evenepoel, là, on va pouvoir le juger à 100% de sa forme sur une grosse épreuve World Tour d'une semaine. Oui, tout à fait, tu as bien raison de le signaler. Il y aura beaucoup de regards qui seront tournés vers lui, mais voilà, la question c'est toujours, alors on sait quand
Sur le chrono, il va encore certainement être dans les tout meilleurs, si ce n'est le meilleur. Reste à savoir s'il va confirmer. On a vu de très bonnes dispositions sur une étape difficile sur le Tour de Norvège. Ça va être intéressant de savoir s'il est capable de reproduire les mêmes performances. Parce que là, on l'a dit, on ira au-delà des 2000 mètres. On aura des très gros pourcentages et sur des pentes assez longues. Donc, ce sont des vraies montées. Ça sera un test intéressant parce que finalement, on a l'impression que sur Remco et les étapes de montagne ou Remco et les courses par étapes, on n'a jamais franchement de sa capacité éventuellement sur un grand tour, je parle. On n'a jamais vraiment la réponse. C'est un peu l'impression que l'on a parce qu'il y en a toujours qui vont trouver à dire que l'adversité n'était pas assez forte, un petit peu comme en Norvège, ou que le parcours, c'était pas vraiment des étapes de montagne. Là, pour le coup, on aura avec les Ineos, on aura de vrais adversaires, donc ça sera quand même un vrai test pour lui. Ça va être, à mon avis, très intéressant à suivre. Ouais, alors il y aura aussi Casper Asgreen, je me permets d'en parler, mais j'imagine qu'il va se tester sur le chrono, parce que lui, son grand objectif de l'année, c'est de porter le maillot jaune de leader du Tour de France lors du contre-la-montre inaugural qui se déroulera dans son pays, au Danemark et à Copenhague, plus précisément. Donc je pense qu'il va se tester et qu'il sera à fond sur le chrono final. Sélection suisse, pas grand-chose à dire. Masnada, juste un petit mot aussi, Masnada qui revient, il a eu des pépins de santé, je crois que c'était une mononucléose. Donc, on ne l'a pas vu du tout, alors que l'année dernière, il avait fait deuxième du Tour de Lombardie. Donc, lui, il revient. Et puis, pour dire sur Evenepoel, lui, il ne fera pas le Tour de France. Donc, donc il sera à 100% aussi. Il peut se lâcher à fond, lui. Là, voilà, donc c'est ça qui va être intéressant. Tiens, on va retrouver Van Wilder aussi, qui avait été forfait pour le Giro et blessé, et qui reprend la compétition. Ça, c'est intéressant aussi. Il était tombé c'était à Liège-Bastogne-Liège, il me semble que c'était là où chute et il avait fracture de la mâchoire. Donc voilà, il a mis du temps à revenir et c'est déjà bien de le revoir quand même. C'était il y a 1 mois et demi à peine. Donc bon. C'est bien voilà, de le revoir à la compétition. Ouais, c'est intéressant de le revoir, mais bon, on le voyait comme le futur crack en début d'année avec de gros points, etc. Et bon, il a été souvent cantonné, à part autour de la Provence, on l'a un petit peu vu en liberté, il a été beaucoup cantonné à un rôle d'équipier et ça risque d'être... mais ça risque d'être la même chose, mais c'est intéressant de le revoir en tout cas. Oui, tout à fait. Alors la Suisse, on va passer rapidement parce qu'on misera les échappées forcément. Back Exchange, je vais aller vite parce qu'il est déjà 13h15. Donc Michael Matthews qui visera les étapes. On peut parler un peu du team DSM, Greg, avec 2 jeunes espoirs qui auront l'opportunité d'avoir un leadership sur une grosse épreuve du World Tour. C'est Arensman et Leknesund. Voilà, donc alors Arensman, on l'a vu sur le Giro. On l'a vu à la voie fort, mais après, il n'a pas totalement joué la victoire, mais c'est fini loin. Donc là, pour le coup, alors déjà, avoir son état de forme, parce que sortir d'un grand tour comme ça, c'est parfois double tranchant. Soit lui, il sera déjà en condition et il sera au top, soit alors... après, il a bien fini le Giro, donc ce sera peut-être aussi une indication à suivre aussi. On l'a vu fort, je crois qu'il fait deuxième du chrono final. Donc, il peut évidemment se jouer comme favori. Leknesund aussi intéressant. Alors, il a déjà 23 ans, Leknesund. Dans la nouvelle génération, il fait presque vieux finalement. Et c'est peut-être aussi, on attend peut-être aussi maintenant chez lui la confirmation. Parce que cette année, il a fait, je crois qu'un Paris-Nice où il fait presque top 10 et 11e. Mais derrière, je pense que c'est un coureur dont beaucoup attendaient mieux comme jeune grand espoir. Donc, à suivre. Mais voilà, ça va beaucoup dépendre chez eux finalement de l'état de forme d'Arensman. Est-ce qu'il s'est bien remis du Giro et en compensation, sur compensation, il pourra être performant. Mais après, Leknesund, je pense qu'il sera quand même un petit peu juste. Ouais. Alors chez Total, on va surfer sur la forme du Dauphiné, Seb, parce qu'on a gagné avec Villermoz et avec Ferron. On aura Mathieu Burgodeau, qui a gagné aussi à Paris-Nice d'ailleurs. On aura Turgis, on aura Sagan, une vraie équipe de baroudeurs pour aller tenter des coups dans les échappées. Oui, surtout revoir un peu en espérant que Peter Sagan et puis mettre ses problèmes de côté, parce que dès que ça dépassait 200 km, il était en délicatesse. Donc, à voir. D'habitude, il performait bien, mais dans d'autres équipes, il a toujours performé. Il a un nombre, je ne sais plus combien il a de victoires, mais il a un nombre d'étapes. Il doit être peut-être même le recordman du nombre d'étapes au Tour de Suisse, parce qu'il fait pratiquement toujours le Tour de Suisse. Avec la Californie, il enchaînait les deux. Souvent, il gagnait toutes les étapes. Ouais, le Tour de Suisse, il a un nombre
c'est comme au Tour de Californie, il faisait les Tours de Californie, puis après envoyé au Tour de Suisse quand le Tour de Californie existait encore. Et il a un nombre de victoires, je ne l'ai plus en tête, mais il doit être le recordman. Donc là, il a du terrain pour lui, ça peut être adapté certaines étapes à lui. Donc à voir si il remonte à la surface et si on le revoit à un niveau qui était le sien à son arrivée chez Total Energy. Ouais, alors on va conclure avec UAE Team Emirates, qu'on dit souvent que chez les Armadas, il n'y a pas de place pour les coureurs, mais là, Greg, quand je vois la compo, je me dis qu'au final, il n'y a que des chasseurs d'étapes, que ce soit Hirschi, Soler, Trentin, Ulissi, Sutter, même Costa ou Covey, donc finalement, ils ont encore de quoi Ouais. prendre des leaders, hein. Je troll un petit peu et je provoque, mais il y a de quoi faire encore chez UAE. Ça, juste sur Sagan, pour confirmer ce que disait Sébastien, c'est 17 victoires d'étape hein, sur le Tour de suite et il est largement premier devant. Après, il faut remonter très loin à Ferdinand Kubler qui est seulement à 11 étapes. Et donc, comme tu l'as dit, oui, l'UAE, effectivement, les Rui Costa, les Ulissi, les Covey, les Hirschi, tout ça, même les Trentin, ça va jouer les échappées, donc ça aura assez peu de pression. Est-ce que Soler va jouer le général peut-être, mais c'est le seul à pouvoir, j'imagine, jouer réellement le général. Et de toute façon, il est déjà prévu comme équipier sur le tour. Donc peut-être aussi qu'il aura l'occasion de tenter sa chance. Mais lui, son objectif, c'est d'être au top pour accompagner Pogacar au mois de juillet. Donc voilà, ça va être des chasseurs d'étapes. Ça va être compliqué de les canaliser parce qu'on va rouler quand même derrière eux. Un Hirschi qui revient en forme, et c'est dangereux. Hein. Il a connu une année. Il a gagné hier d'ailleurs, Marc Hirschi. Il a gagné, voilà. Donc un Hirschi en forme, on sait qu'il peut être très impressionnant. Seb, tu voulais intervenir, je crois, avant qu'on passe au prono? Non, enfin, c'était juste pour confirmer, en effet, la victoire d'Hirschi hier. Et puis Marc Soler, il performe souvent bien en Suisse. Hein, on l'a vu souvent faire des bonnes performances au Tour de Romandie. Donc là, je veux dire qu'il en profite. Hein, parce qu'il n'aura pas de la liberté, peut-être, comme il pourra avoir cette année, même si l'équipe est forte sur le papier. On a connu une équipe UAE, évidemment, encore plus forte, avec les raisons que tu as indiquées, notamment le fait qu'il y ait l'absence de Pogacar, mais pas que. Parce qu'il y a une bonne équipe qui était sur Paris-Nice avec McNulty et puis Paris-Nice, pardon, Dauphiné Libéré avec McNulty et Ayuso. Voilà, donc là, Soler, lui, qui profite de cet espace qui souvent ne se présente pas pour lui pour avoir des victoires d'étape, voire un bon classement général. Ouais, et puis attention à la craquante pour Soler, comme l'a dit Joyeux du Nil, parce que c'est vrai que c'est une de ses spéciales. Messieurs, on va passer au prono, donc nos favoris, du coup, forcément. Donnez-nous les vôtres aussi sur le chat, vous en avez l'habitude. Je vais vous demander votre podium pour ce Tour de Suisse. Et pour vous laisser réfléchir un petit peu, je vais commencer, comme ça va vous donner quelques secondes supplémentaires pour penser à la question. Moi, je vais dire en vainqueur... j'ai envie de croire en Daniel Martinez devant Remco Evenepoel. Et puis en troisième, je vais aller tenter une petite surprise, pourquoi pas. Et je vais donner, allez, un Gino Madère, tiens, en troisième. Tu peux y aller si tu veux. Alors, moi, je vois aussi Daniel Martinez devant Vlasov et Adam Yates. Et toi, Seb? Ah, c'est un peu la même chose. Vous voyez Martinez devant Vlasov et Evenepoel. Donc voilà. Et puis avec certainement une bonne performance de Gino Mäder. Tiens, et je vois un message de Mathis que je en profite pour saluer, pour lui souhaiter la bienvenue, parce que c'est son premier commentaire sur le chat. Pinot premier. Les gars, vous voyez comment Thibaut Pinot sur ce Tour de Suisse? Petit prono, place au général, victoire d'étape. Moi, je vois plutôt jouer les étapes. Enfin, c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs, hein, un peu comme sur le Tour de Romandie. Hein, on l'a vu se tester, j'ai l'impression qu'il se sent mieux et qu'il préfère ça peut-être. C'est-à-dire, je vois plus jouer comme sur le Tour de Romandie finalement. On a vu que ça lui a fait du bien hein, de faire le Tour de Romandie, de gagner, de jouer les étapes, d'être à l'avant. Donc je pense que c'est ce qui lui correspond le plus. Le Tour des Alpes qui gagne. C'était le Tour de Romandie, mais il a fait un très bon Tour de Romandie et je te rejoins totalement. Je le vois monter en puissance et puis être de mieux en mieux et faire un très bon dernier week-end, y compris sur le contre-la-montre où il n'avait pas été ridicule au niveau du Tour de Romandie, mais sans jouer un classement général et sans que ça soit sans s'obstiner à ça. Je pense qu'il va être avant tout sur une volonté de
gagner à nouveau Ouais, les alors, étapes. tiens, Enfin, une étape. je vois un commentaire de Joyeux du Nil sur le Giro U23 avec 35 équipes et la Dream Team de la Conti FDJ. Un petit mot. Je te mets le lien, Joyeux du Nil, parce que justement, j'ai mis en place un nouveau format là, depuis quelques jours. Fait une petite presse d'une dizaine de minutes de la course, du parcours et des favoris. Donc je te mets le lien, n'hésite pas à aller faire un tour. Là, tu as les parcours, les profils, et pendant une dizaine de minutes, je reviens un peu sur tout ce qui se fait. Il y a aussi une présentation sur le forum, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé par le Tour d'Italie 23, l'une des plus belles courses, les gars de la catégorie Espoir, avec, comme je le disais, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut en toucher un mot, mais une très grosse Conti FDJ avec Thompson, Grégoire, mais aussi Martinez. Bah oui, tu l'as dit, hein, avec. Alors, il y a aussi beaucoup de coureurs qu'on ne connaît pas, donc on va pas non plus. Voilà, on n'a pas non plus finalement. Ouais, il y a le vainqueur de la course de la d'être paix, Van Etvelt aussi, côté belge. voilà, se griller, mais c'est vrai qu'on est un petit peu aussi impatient de voir les Romain Grégoire et Lenny Martinez, qui Ouais. font quand même un début de saison assez canon. Ouais, tout à fait. Donc on suivra ça. La première étape, c'est aujourd'hui. Donc on va suivre tout ça avec intérêt. Il n'y a pas que des étapes de montagne, hein, donc attention, c'est une échappée qui part et qui prend beaucoup d'avance. Ouais, c'est ce que je disais dans la presse. Ouais, il y a 35 équipes au départ, donc ça va être très dur à contrôler. Il n'y a pas de chrono en plus cette année, ça c'est intéressant. Donc on pourrait avoir une course très débridée, je pense, comme le dit Greg, hein, en effet. Ah, c'est des équipes de 5 coureurs, c'est ça, ouais, c'est. Ouais, ouais. Et puis beaucoup de mecs qu'on ne connaît pas, hein. Il y a plein d'équipes Enfin, ça pourrait italiennes. être très intéressant parce qu'avec des équipes de 5 coureurs, c'est quand même très faible en termes d'effectifs. Ouais, puis tout le monde va vouloir laisser le poids de la course à la Conti, parce que clairement leur effectif il est exceptionnel, hein, parce que je crois que les 4 et 5e c'est Watson, et je ne sais plus qui est le 5e d'ailleurs, mais c'est pas Lorenzo Germani peut-être. Quelqu'un a le profil de la première étape. Alors les profils, je vais vous les mettre aussi, parce que du coup c'est vrai que je stream, mais je ne mets pas les liens. Donc voilà Mathis pour les profils du Tour de Suisse. Et puis tous les matins, on fera une présentation aussi sur veloclub.net de chaque étape avec nos favoris, les infos sur la diffusion télé, les horaires d'arrivée, les profils, etc. Donc n'hésite pas à venir faire un tour sur le site, tu trouveras toutes les infos utiles. Et puis il y a le forum aussi où tout le monde échange dans la joie et la bonne humeur, hein, sur toutes les courses de l'année. Et en général, toutes les courses du calendrier sont couvertes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le forum. Donc je pense qu'on a fait le tour, les gars, moins que j'ai oublié quelque chose. Non, voilà, juste que l'étape du Dauphiné est partie, et Pierre Roland et Cavagna qui tentent de partir en échappée. Ouais, alors le profil, ah oui, du Giro U23, pardon, je l'ai mis dans le premier lien. Dans le... Tu vois, juste en dessous du commentaire, je t'ai mis les profils des différentes étapes. Donc tu peux les retrouver aussi. Je crois qu'aujourd'hui c'est assez simple. Je vais vous le mettre de toute façon. Tac, comme ça on va clôturer là-dessus. Et je coupe le son parce que sinon ça va se lancer tout seul. Donc tu le vois là aujourd'hui, tu as une étape de 163 km, Mathis. Entre Gradara et Argenta, et t'as pas une bosse, t'as 1000 mètres de D+, et surtout dans la première partie, sur 163 km du parcours, donc un sprint notamment, et pourquoi pas une victoire de Sam Watson. Il y aura Casper Van Uden aussi, le sprinter de la team DSM de mémoire, donc ça va être intéressant de voir. Il avait fait une superbe course là au Grand Prix de l'Escaut, ça s'était terminé à une 30 bordure, il avait été il devait être 4e ou 5e. Donc lui, c'est pareil. Et puis, il y a Zubeldia qui est de retour. Ouais, il y a un c'est petit pas Zubeldia, le même. Effectivement, il y a un petit Menchov qui traîne aussi, j'ai vu. C'est pas le lien de parenté avec le célèbre Zubeldia, mais voilà, pour la petite histoire, ça m'a... Quand j'ai regardé la start list, j'étais interloqué par Zubeldia Unai. Alors je connais pas du tout son niveau. Il a que 18 ans, donc... Ah bah désolé Mathis, il y a une pub et que tu l'as pas vue. Attends, je te le remets parce que la pub a dû passer. C'est chiant, je crois qu'il y avait qu'une seule pub au début. Il va falloir que je regarde ça. Je te le remets vite fait du coup. Désolé. Je coupe le son parce que sinon la presse se lance. Mais normalement, tu as tout dedans. Hein. Ouais. Alors tu le vois là Mathis, normalement ta première étape, si tu ne l'as pas vue, elle est juste là, elle est streamée ici. Donc comme je le disais, 163 km, c'est tout plat aujourd'hui, absolument tout plat. Donc normalement un sprint, sauf s'il y a un coup de Trafalgar.
Bref, donc vous pouvez retrouver tout ça. De toute façon, j'ai fait une presse de 10 minutes sur le site. Je vous ai mis le lien. Merci à tous encore une fois pour vos commentaires, votre bienveillance, comme d'habitude. C'est très très sympa. Donc rendez-vous, je crois, Greg, tu as un rendez-vous à donner, c'est cet après-midi, c'est toi qui gères, avant qu'on nous quitte. Ouais, ben on fera le bilan de l'étape de ce soir, donc de l'arrivée à Vaujany, du Dauphiné évidemment. Donc ça sera aux alentours des 17h30. Hein. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, etc. pour l'exact, mais ça sera vers 17h30. On se retrouve, on fera le bilan d'une étape qu'on espère mouvementée. Voilà, bah merci à tous de nous suivre. Rendez-vous avec Greg tout à l'heure aux alentours de 17h30 donc. Et puis moi je vous souhaite un bon week-end. Ciao et bonne étape. Salut à tous, tout à l'heure. Ciao. Au revoir. Au revoir.